Bienvenue, nous sommes le 29 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Des avions de chasse dans le ciel de New York, un hommage au personnel soignant. Les Thunderbirds de l'US Air Force et l'US Navy ont survolé la région avant de mettre le cap vers Philadelphie. D'autres villes du pays seront ainsi survolées dans les jours à venir dans le cadre de cette opération dénommée America Strong, une Amérique forte, toujours ébranlée à cause de la pandémie. 60 000 décès à ce jour et plus d'1 million de cas recensés. Donald Trump, il y a quelques heures, a expliqué les raisons pour lesquelles il a dans un premier temps minimisé les conséquences du Covid-19. Ça ne vient pas de lui. Beaucoup de très bons experts, des gens très bien, ont dit que cela ne toucherait jamais les États-Unis, que cela ne toucherait pas l'Europe, que cela ne toucherait personne en dehors de la Chine. Donc nous avons écouté les experts, mais les experts se sont trompés. Beaucoup de gens se sont trompés. Un trou d'air pour l'industrie aéronautique. Boeing confirme la suppression de 10% de ses effectifs. Cette cure d'austérité due à la réduction du trafic et des commandes devrait toucher 7000 employés. Situation tout aussi inquiétante pour le rival Airbus. L'avionneur européen, qui avait affiché un bénéfice de 40 millions d'euros en 2019, annonce une perte de plus de 480 millions pour le premier trimestre de l'année. L'arrêt de l'activité ayant débuté courant mars, le deuxième trimestre s'annonce catastrophique. En France, un mini-conseil des ministres aujourd'hui autour du chef du gouvernement. Face à Édouard Philippe, sur ses écrans, les associations d'élus. Les maires et les préfets qui auront des choix à faire pour le 11 mai sur les questions économiques et sociales. Déconfinement ou pas, une carte de France, département par département, sera dévoilée le 7 mai. Une chose est sûre, les petits écoliers devraient revenir en classe. La question fait débat auprès des élus justement, auprès des familles aussi. Voici comment la Norvège, cette semaine, a géré sa rentrée des classes post-confinement. On se croirait à la rentrée des classes. Les Norvégiens de 6 à 10 ans ont repris le chemin de l'école. Après 6 semaines de confinement, les enfants sont excités et les parents inquiets. C'était comme la première journée d'école. Elle était prête à 6 heures ce matin avec 3 heures d'avance. S'il ne tenait qu'à moi, j'aurais probablement attendu quelques semaines. Difficile d'imaginer des enfants jouer ensemble, éloignés les uns des autres. Ici, des fleurs ont été peintes dans la cour de récré pour déterminer la distance à adopter. À 300 km au sud-ouest de la capitale, à Agder, on s'éloigne dès l'arrivée. Et en classe, c'est 15 élèves, pas plus. Les plus âgés n'ont pas encore repris, ce qui permet d'utiliser leur salle. Quant au lavabo, c'est devenu un passage obligé. On se lave les mains en arrivant, on se lave les mains en sortant, avant de manger, après manger. Et quand on éternue, l'infirmière scolaire voit tout le monde pour expliquer les mesures de protection. Les enfants, eux, n'ont pas l'air vraiment préoccupés, mais comme les grands, sont partagés sur cette reprise. C'est un peu étrange car c'était long. Et puis c'est un peu stupide aussi car j'aimais bien l'école à la maison. C'est génial d'être revenu, j'ai hâte d'être à la récré. En Norvège, l'épidémie recule, mais comme ailleurs, la crainte d'un rebond reste présente. Surtout que des employés de jardins d'enfants ont été testés positifs au Covid-19 après la réouverture la semaine passée. Depuis le début de l'épidémie, on a mis les bouchées doubles chez Moisson Montréal. Cet organisme est la plus grosse banque alimentaire du Canada. Chaque jour, des tonnes de denrées alimentaires, données par des entreprises et des supermarchés, sortent de cet immense entrepôt à destination d'associations communautaires montréalaises. On est comme un levier économique, si vous voulez, là. On a 250 organismes à Montréal qui sont répartis partout sur l'île qui offrent des services aux personnes précarisées. Dans les dernières années, nous avons donné 15 millions de kilogrammes aux organismes de Montréal. 15 millions de kilogrammes qui avaient une valeur de 85 millions de dollars. Depuis la mi-mars, l'organisme a réorganisé les activités dans l'entrepôt pour respecter les règles de distanciation sociale et offrir des conditions sécuritaires à la cinquantaine d'employés et aux quelques 80 bénévoles qui y travaillent. Surtout, la distribution d'aide a été augmentée de 30 %. Une aide plus que nécessaire. Cette épidémie a plongé beaucoup de gens dans la précarité.
Au Canada, depuis la mi-mars, plus de 2 millions de personnes se sont inscrites au chômage. Et les 2 000 $ par mois de prestations d'urgence allouées par le gouvernement à plus de 8 millions de Canadiens n'ont pas empêché les queues de s'allonger devant les comptoirs alimentaires. Pendant cette pandémie, il y a énormément de gens qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Là encore, le gouvernement canadien a pris des mesures. Justin Trudeau a débloqué 350 millions de $ pour soutenir les organismes communautaires. C'est eux autres qui changent la vie des gens. C'est dans les petits organismes de quartier que la pauvreté, que la misère se vit. Puis c'est là que c'est important de supporter ces organismes. Chaque jour, une cinquantaine d'organismes viennent chercher des denrées chez Moisson Montréal. Et chaque mois, plus de 400 000 repas et collations sont servis grâce à cette chaîne de distribution alimentaire. Des dizaines de fois par jour, c'est le même balai devant l'Institut Pasteur de Dakar. Dans ces ambulances du ministère de la Santé en provenance de toutes les régions du Sénégal, se trouvent les prélèvements réalisés sur des personnes suspectées d'être positives au Covid-19. Sous haute surveillance, cette glacière rouge est convoyée jusqu'au laboratoire. À l'intérieur, des bâtonnets qui contiennent des échantillons de salive et qui vont maintenant être analysés par Ndongodia, le responsable du laboratoire. Les laboratoires de l'Institut Pasteur de Dakar peuvent tester entre 500 et 1000 tests. Si on recevait 1000 prélèvements dans une journée, on peut donner les résultats avant la fin de la journée. On a des tests qui peuvent durer entre 35 minutes jusqu'à 1h50 minutes. Mais aujourd'hui, la pandémie est en route et il faut aller vite. En partenariat avec un laboratoire britannique, les équipes de Pasteur développent donc de nouveaux tests. Ils mesureront les défenses du système immunitaire au lieu de rechercher le génome du virus. Ces kits, appelés tests sérologiques, seront 10 fois plus rapides et 10 fois moins chers, explique le docteur Ousmane Faye. Moins de 3 € l'unité contre plus de 25 € pour le système actuel. Le principe, c'est vraiment une bandelette. Donc, en fait, juste ceux qui peuvent se déplacer, tu peux aller sur le terrain. Même, en fait, on peut mettre ça à la disposition, effectivement, des cliniciens sur le terrain. Il faut juste prendre le prélèvement et le poser. Et donc, il y aura effectivement une bande qui va sortir, 2 bandes en fonction, effectivement, du résultat. C'est une fierté, quand même, de pouvoir aider son pays, de pouvoir également aider les pays voisins. Pour les chercheurs, c'est une course contre la montre qui se joue. Le test n'est pas encore fiable à 100%, mais les équipes de Pasteur tablent sur une disponibilité dès le courant du mois de juin. 1 millier de personnes fuyant les violences dans le centre du Mali avaient trouvé refuge ici, dans le principal camp de déplacés de Bamako. Aucune victime à déplorer. L'origine de l'incendie est inconnue. L'origine ici est clairement criminelle. Le dernier bilan de l'attentat au camion-citerne hier à Afrin, dans le nord de la Syrie, est de plus de 40 morts. Située dans la province d'Alep, la région kurde d'Afrin est tenue depuis 2 ans par les forces turques et des renforts syriens. De nouvelles banques en feu, des affrontements parfois violents, la contestation est de retour dans les rues du Liban. Malgré l'épidémie de Covid-19 et les restrictions de circulation liées à l'urgence sanitaire, les difficultés économiques ont ramené dans la rue des centaines de jeunes gens. Tripoli, la grande ville du nord du pays, est le point le plus chaud. Mais depuis le début de la semaine, des manifestations ont eu lieu également à Beyrouth et Saïda. Le dollar vaut maintenant 4000 livres libanaises, parfois 4200. Tout est devenu cher. La nourriture est devenue plus chère, tous les prix ont augmenté. Et pour être honnête, on n'a rien. On ne peut même pas acheter de la nourriture ou du pain. On n'a pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Une grave crise économique touche le pays depuis des mois. En octobre dernier, elle avait été le déclencheur d'un soulèvement inédit contre la classe politique, accusée de corruption et d'incompétence. Il n'a jamais vraiment cessé. Mardi, une immense foule a pris part aux funérailles de Fawaz Fouad al-Saman à Tripoli. D'après la famille, ce mécanicien de 26 ans a été tué par un tir à balles réelles alors qu'il était sorti manifester. Nos enfants meurent à cause des députés. Si les gens n'avaient pas faim, ils ne descendraient pas dans la rue. Que Dieu maudisse ces députés, un par un. C'est de leur faute si Fawaz est mort. Fawaz est le martyr de la révolution. Le Premier ministre Hassan Diab a reconnu une aggravation à une vitesse record de la crise sociale, assurant comprendre le cri des gens.
En mars, il a déclaré le Liban en cessation de paiement, une première dans l'histoire du pays. Emploi du temps quelque peu chargé ces jours-ci pour Boris Johnson. Après un passage aux soins intensifs, un confinement, le retour aux affaires du pays lundi, nouveau passage à l'hôpital pour le Premier ministre britannique où il a annoncé ce matin la naissance de son fils. La maman, le bébé et le père vont bien. Salut tout le monde, ici Aldebert, je suis dans mon bureau en confinement depuis maintenant plusieurs semaines. Tout va plutôt bien parce que j'ai eu la chance d'avoir une grande maison et un accès au jardin, ce qui est un luxe en cette période. Et donc voilà, je partage mes activités entre animateur de crèche, puisque j'ai 3 enfants en bas âge, et auteur-compositeur comme je peux, comme en ce moment, voilà, travailler ici dans ce bureau. Je suis très fan de bande dessinée, donc j'ai quelques BD à vous présenter, n'est-ce pas? À commencer par cette bande dessinée qui s'appelle Stop Work. Voilà, c'est sur les joies de l'entreprise et surtout le côté absurde de certaines boîtes, sur les process et les choses comme ça. C'est très intéressant et hyper drôle. Jackie Schwarzman, avec qui j'étais en 6e, 5e, 4e et 3e, un copain de collège. Quoi d'autre? Un classique de Roald Dahl revisité par Pénélope Bagieux. Vous savez, c'est celui qui a écrit Charlie et la chocolaterie, entre autres, et puis Pénélope Bagieux, plus besoin de la présenter. Donc voilà, c'est un truc complètement intemporel qu'on peut lire à 85 ans et à 5 ans aussi, je pense. C'est vraiment super, sublime, hyper drôle. En tout cas, je vous souhaite à tous bien du courage pour ce confinement. On pense évidemment aux gens malades. Et à tous les acteurs du médical qui sont sur le front. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci TV5 Monde. Je vous propose une petite chanson en live ici même dans ce bureau. C'était il y a quelques jours. J'étais un peu moins barbu. Salut, bisous, ciao. Changer l'acier en métal repoussera plus tard ce que je peux faire maintenant. Trouver soit de porter des sandales, prendre l'apparence d'un humain qui me ressemble vachement, faire sauter les tartines du toaster de loin, marcher sur l'eau quand elle gèle, prédire quel jour nous serons demain. Le droit d'y être mort sur les coccinelles. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais c'est ainsi, nanana, nanana. Ouais, c'est ainsi, super, 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 Pourri. Ouais, c'est ainsi.